Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la libre antenne de la communauté emploi-formation de Télécom Vallée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de réunir Vincent Desnaux et Sébastien Lassarte de Teach on Mars, ainsi qu'Alain Palacios de ABP Consulting. Ils partageront leur expérience sur les modes de formation qu'ils ont mis en place avant, pendant et après le confinement que nous vivons. Alors, on le sait tous, la formation est au cœur de la vie professionnelle et du développement des compétences. Elle a été mise à mal et souvent stoppée net avec l'annonce du confinement à la mi-mars. Alors aujourd'hui, on sait bien qu'il existe de nombreux modes de formation. On a eu les MOOC. On a eu, entre autres, le e-learning, le digital learning, le blended learning, bien sûr le présentiel. Et maintenant, on y ajoute le distanciel. Cette crise sanitaire a obligé à repenser intégralement la formation. Mais comment? Avec quels moyens? Avec quels partenaires peut-on le faire? Et comment rester proche du client pendant cette période? Pour les organismes de formation, pour les apprenants, comment reprendre? Et avec quelle offre? Alors tout cela, ce sont des sujets, entre autres, des sujets de débat de ce matin, et nos invités y répondront. Mais avant de laisser la parole, de leur laisser la parole, j'avais encore quelques points pratiques à ajouter. Donc, lorsque la session va démarrer, seuls les intervenants seront connectés en audio et en vidéo. Mais vous pouvez intervenir à tout moment en levant la main, en actionnant le bouton en bas de votre écran. Marie, qui organise cette session de libre antenne, vous donnera la parole. Vous aurez la possibilité également d'intervenir par écrit. Alors, toujours grâce à la touche converser qui se trouve en bas de votre écran. Alors, encore un point à rajouter, lorsque vous vous inscrivez à la session, on vous demande systématiquement d'inscrire vos noms et vos prénoms en toutes lettres et non pas d'utiliser des pseudos ou des numéros, car Marie ne peut pas vous identifier, elle a du mal à ce moment-là à vous inscrire. La session, comme à chaque fois, est enregistrée. Elle est diffusée sur la chaîne de Télécom Vallée. Elle est diffusée également sur YouTube pour les personnes qui n'auraient pas eu la possibilité de se connecter ce matin, ou bien pour vous-même, si vous avez envie de revoir notre séance de travail. Donc voilà les petits points que j'avais ajoutés. Bonjour, merci Vincent Desnaux, Sébastien Lassarte, Alain Palacios d'avoir accepté d'intervenir ce matin. Et je laisse la parole à Pierre Dehé qui va animer cette session. Bonjour, merci beaucoup Elisabeth. Bonjour à tous et bienvenue donc sur notre libre antenne. Alors on va parler bien évidemment formation aujourd'hui puisqu'on a la chance d'avoir à la fois des experts et des chefs d'entreprise, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à l'expérience qu'ils ont pu vivre pendant, comme le rappelait Elisabeth, la crise sanitaire. Donc ça nous a surpris bien évidemment tous. Et je dirais que ça a accéléré la mise à distance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette distance supplémentaire avec la formation? On va commencer par Vincent, donc Vincent Desnaux, CEO de Teach on Mars, pour nous raconter, pour se présenter dans un premier temps et puis nous dire un petit peu comment il a vécu cette phase, parce que après on parlera plus tard de la reprise et après la reprise, bien évidemment. Vincent, merci d'être là. Oui, merci Pierre, tout le monde m'entend bien? Ça va?
Très bien. sur la techno. On fait un petit tour de table, non? C'est ça? Chacun se Oui. présente ou tu veux que je réponde direct à la question? Bon, en tout cas, moi, je suis Vincent Desnaux. Je suis dirigeant et cofondateur d'une société qui s'appelle Teach on Mars, qui est éditeur de logiciels à Sophia Antipolis. On aide les organismes de formation, les entreprises à se digitaliser dans le domaine de la formation. On existe maintenant depuis 7 ans. C'est une société d'environ 80 salariés. On a une grosse base de clientèle, donc parmi des grands comptes européens ou des organismes de formation. Voilà, on est présent à Sofia, aussi à Paris, à Milan et à Londres. Donc aujourd'hui, on est là pour répondre surtout à vos questions et partager nos expériences, que ce soit avec nos propres clients, comment nos clients organismes de formation ont fait. Et je suis ravi d'ailleurs que Sébastien Lassarte aussi de Teach on Mars soit là aujourd'hui, parce qu'il s'occupe plus particulièrement de cette clientèle et il a vécu beaucoup d'histoires avec ce type de chef d'entreprise, des organismes de formation. Il connaît bien les grands comptes aussi. Et puis on peut parler de notre propre expérience à nous chez Teach on Mars, comment on a fait. Nous aussi, on forme aussi, puisqu'on forme nos propres clients. Hein. La transformation digitale de la formation, c'est beaucoup de changements métiers aussi chez nos clients. Donc, on a toute une académie pour ça. Et on a dû, nous aussi, s'adapter, puisque, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous faisons aussi du présentiel, bien qu'étant dans la formation digitale. Et blague à part, évidemment, on ne croit pas du tout que toute la formation devrait se faire en digital, absolument pas, et bien au contraire d'ailleurs. Mais au contraire, il faut trouver le meilleur mix entre le digital et le présentiel. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi face à cette crise qu'on n'avait pas anticipée, bien sûr. D'accord. Bon, on va passer la parole à Alain Palacios, directeur donc, de AVP Consulting, pour les présentations. Et puis après, on reviendra sur les premières questions. Merci Vincent. Alain, à toi la Merci parole. Pierre. Donc, d'abord, merci de nous convier à cette libre antenne. Donc, je suis Alain Palacios, je dirige ABP Consulting depuis 17 ans. Aujourd'hui, nous sommes 10 salariés et on a une quinzaine de consultants qui travaillent pour nous, qui représentent environ 6 temps plein, hein, pour donner une idée. On forme 1600 personnes par an en présentiel. Sur la partie distancielle et e-learning, qu'on va mixer pour cela, on forme environ 1300 personnes à distance par an, mais pas forcément uniquement en distanciel, il y a du e-learning dans ce chiffre-là. Évidemment, historiquement, on a toujours fait du distanciel puisqu'on a créé un produit qui s'appelle Le Grand Bain il y a quelques années, qui vise à accompagner les personnes sur leur chemin. Et c'est une grosse partie digitale, une partie distancielle et une partie présentielle aussi. Le Grand Bain, c'est un produit qui vise à accompagner les personnes afin de trouver leur chemin professionnel. C'est disons un bilan de compétences approfondi. Voilà, donc on est reconnu pour nos formations en management. Donc sur la stratégie, j'insiste un peu sur ce point-là parce qu'on y reviendra tout à l'heure sur les thèmes actuels qui sont très demandés, sur la stratégie, sur la vision, le management de terrain, 360 feedback. Évidemment, on s'occupe aussi d'accompagner les forces de vente et tout ce qui est relations clients en général. Voilà. Est-ce que je réponds directement Merci. à ta question, Pierre, sur comment on a vécu la crise sanitaire ou est-ce que Très bien, tu as commencé, puis après on passera la parole à Vincent pardon, et Sébastien, d'accord. Comme tu le souhaites. Non. Alors comment tu as vécu cette période soudaine finalement Écoute, j'ai un profil anxieux quand même, tu vois, de nature. J'ai un profil un peu anxieux. Et le 13 mars, 70% de notre chiffre d'affaires de mars à juillet a été décalé sur la fin de l'année. Donc une anxiété forcément ce 13 mars que je n'oublierai pas. Évidemment, cette anxiété, elle était liée aux contraintes de gestion qu'on allait devoir prendre en compte. Se réadapter puisque 3 mois de formation à raison de 6 jours de formation par jour, 6 formations par jour. Il y a un gros travail logistique à faire de décalage de ces formations, donc c'est très très lourd à faire. Et j'allais dire, c'est un travail pour rien. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait construit sur ces 3 mois-là, sur la dernière année, il a fallu qu'on rebâtisse tout, qu'on reconstruise tout et qu'on négocie des dates, des reports, puisqu'évidemment, tout le monde voulait tout reporter en septembre. Donc, mais ça, on n'est pas, même si je viens de Lourdes, je n'ai pas de don d'ubiquité. Vous voyez ce que je veux dire? Pas encore. En revanche, l'anxiété parfois a des moteurs et ça nous a obligé vraiment, cette supercute qu'on a reçue comme ça, en tout cas à notre niveau, à
avec l'anxiété de maintenir les salaires et de maintenir la partie admin, en tout cas chez nous, nous a obligés à nous réinventer et on a essayé d'accompagner nos clients auxquels on doit beaucoup, vraiment, sur des formations totalement gratuites. On a appelé ça des masterclass. On a 1300 personnes qui se sont inscrites sur tout le mois de mars jusqu'au 17 avril environ, sur des thèmes qu'on leur a proposés. Donc, tous nos clients se sont inscrits sur notre plateforme. Donc, c'était des masterclass au sens où on en avait 50. Et on a fait aussi des supervisions en management, c'est-à-dire sur l'accompagnement de nos clients, sur comment vivre le télétravail, voilà, sur tous ces sujets-là. Et on en a profité aussi pour essayer de toucher des publics qu'on ne touche jamais, qui n'ont jamais accès à la formation. On a beaucoup de managers, on a beaucoup de commerciaux, il y a un peu des laissés pour compte. Donc, on a essayé par les réseaux sociaux de proposer une dizaine de masterclass uniquement dédiées à des gens qui n'ont jamais jamais assisté à une formation commerciale, jamais une formation en communication interpersonnelle. Et ça a vraiment donné du sens. Ça m'a un peu redonné le sourire, vous voyez, au sens où donner, c'est recevoir énormément. Et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Voilà, dans les grandes lignes, en gros, comment on a vécu cette période-là. Je pourrais détailler si vous le souhaitez plus tard. Très bien, merci Alain. Vincent, de ton côté, avec peut-être Sébastien, comment vous avez vécu peut-être, mais vous étiez déjà beaucoup plus sur des formations e-learning, donc peut-être moins impacté par le présentiel à ce moment-là. Alors, je laisserai la parole à Sébastien concernant nos clients, parce qu'il y a deux aspects. Il y a comment nous, on l'a vécu en tant que société, effectivement, comme toutes les sociétés de Sophia, et aussi comment nos clients l'ont vécu, et ils l'ont vécu de manière parfois différente, puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes secteurs. Évidemment, il y a des grosses disparités en fonction des secteurs. Comment nous, on l'a vécu, en tant que société, on avait aussi tout un tas d'interventions présentielles, évidemment, qui étaient prévues quand le Covid est arrivé, notamment de formation, d'ateliers, d'accompagnement du changement avec nos clients. Et même si on est évidemment très digitalisé quand même, on a tout un tas de prestations qui se font en présentiel. Bon, là, d'un seul coup, plus personne n'a eu le choix. On a tout simplement, ça s'est passé relativement vite finalement. On a digitalisé la partie présentielle, comme beaucoup d'organismes de formation. On a reconverti des programmes d'ateliers qui ont fait appel à la visio, qui ont fait appel à des aspects sociaux digitaux, qui ont fait appel à la création de contenus digitaux ensuite délivrés à nos clients. Et au final, ça s'est curieusement très bien passé. Tout le monde était contraint. Les clients se sont déclarés aussi satisfaits qu'avant et n'ont même pas discuté d'ailleurs les prix aussi, puisque les prix des fois en présentiel ne sont pas les mêmes que les prix en digitaux ou en mix. Et tout ça, c'est passé de manière extrêmement naturelle. Il y avait quelque chose de finalement un petit peu surprenant et ça fait un peu réfléchir parce que au final, on a délivré ces prestations et moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis qu'elles ont été probablement mieux délivrées parce que elles ont certainement été plus rentables pour la société. Elles ont un peu moins pollué la planète aussi, on s'est moins déplacé, elles nous ont fait gagner du temps aussi de manière générale, ainsi qu'à nos clients, parce que nos clients aussi doivent se déplacer souvent pour aller à des formations présentielles. Donc moi j'ai l'intention en tout cas prochainement là sur le mois de juin de faire une grande campagne d'appel à nos principaux clients pour voir comment eux ils l'ont vécu, mais j'ai l'impression qu'on va tous garder des choses de cette période-là, et que ça va nous amener à optimiser un petit peu la manière dont on avait l'habitude de faire les choses. Et je pense qu'on a été quand même vigilant malgré toute cette déferlante numérique, particulièrement vigilant justement sur l'aspect humain, parce qu'on a tous peur que ça disparaisse. Et nous, quand on fait des ateliers, évidemment des formations, on a aussi une dimension importante de création du lien avec nos clients. On avait peur que ça disparaisse, mais force est de constater qu'elle n'a pas disparu et même parfois elle s'est accrue, parce que j'imagine beaucoup d'entre vous ont eu ces expériences, mais on est bizarrement rentré dans l'intimité des gens parfois en faisant des visios en direct de leur, pas de leur salle de bain, mais de leur salle de séjour, de leur chambre parfois, de leur bureau, et finalement ça a créé des petites anecdotes et puis des petites histoires qui nous ont rapprochés. Donc bien loin de nous l'idée que le présentiel va disparaître, et
je pense qu'on a tous hâte aussi de renormaliser les choses dans les 6-12 prochains mois. Mais probablement que le futur ne sera pas comme avant, quoi. Donc voilà, voilà, au final, dans notre société, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. On n'était pas évidemment les plus impactés étant déjà dans le digital ou dans le distanciel. On a d'ailleurs eu un accroissement d'activité puisque le premier phénomène, en fait, à l'apparition du Covid, ça a été un accroissement des déploiements de nos clients, des déploiements de formation digitale. Ils se sont mis à nous appeler beaucoup plus, à nous commander beaucoup plus de services, parce que c'est devenu quelque chose d'assez urgent pour eux, et ça a commencé comme ça. Et puis après, ça s'est un peu normalisé. Voilà. Et pour certains, c'était dramatique, bien sûr, puisqu'on a des clients dans les transports, dans l'événementiel aussi, dans des secteurs qui ont été très cruellement touchés. Et puis d'autres qui ont été moins touchés, mais personne n'a été épargné. Voilà, peut-être je laisse la parole à Sébastien, ou sauf si tu as des questions complémentaires, Oui, Pierre. non, simplement, bon, on s'aperçoit qu'effectivement, et je pense qu'on l'a tous vécu un petit peu, c'est que cette mise à distance qui a été obligée, en fait, finalement, elle nous a été imposée, a permis aussi de se rapprocher, d'une certaine manière. Moi, ce qui peut être intéressant aussi, c'est quels sont à la fois les points difficiles ou la facilité que vous avez eu de transformer donc quelque chose qui était en présentiel avec cette distance supplémentaire, on va dire en distanciel. Voilà. Alors, si Sébastien Lazarte. Oui, tout à fait. Alors moi, pendant ces 55 jours, j'ai reçu de façon très opérationnelle l'ensemble des nouvelles demandes qui arrivaient. J'ai dû conseiller. Un petit bug de Sébastien. On a perdu Sébastien. On l'a perdu. On l'a perdu, il va revenir. Une page de pub. Voilà, c'est là où il faudrait que… Tu as quelque chose, Marie, de prévu? Ah, voilà. Voilà, Sébastien, bon, ça revient. Ça a frisé, Sébastien, on t'a perdu. C'est vrai, voilà, les petits aléas de la technique et du direct. Ça arrive pendant des ateliers, par exemple. D'un seul coup, on perd quelqu'un. Et ouais. Tout à fait. Voilà. Et là, on l'a reperdu, je crois. On l'a reperdu, bon. Si, ça y est, c'est bon. Sébastien. Ok, top. Non, voilà, ce que je disais, c'est que pendant ces 55 jours où j'ai pu recevoir, conseiller et accompagner, j'ai repéré deux grands profils. Un profil plutôt d'organismes de formation classiques qui ont l'habitude de faire du présentiel. Et là, ça a été une prise de conscience très, très brutale. Et à force d'avoir trop repoussé, pour le coup, le fait de se digitaliser, oui, il fallait y aller à toute vitesse, mais avec des moyens financiers pas au top. Des moyens techniques. Ouais. Peut-être qu'on peut passer à peut-être un autre intervenant et revenir sur Sébastien. Si on reviendra sur Sébastien. C'est pour compléter, je pense, l'idée sûrement que voulait faire passer Sébastien, et pour avoir vécu aussi Sébastien, je vais lui dire qu'on l'entend pas trop. Ouais. Je vais lui envoyer un petit message. Je vais le mettre en muet. Ouais, mais peut-être en muet. En fait, c'est vrai que si je comprends bien ce qu'il voulait dire, notamment il a travaillé avec beaucoup d'organismes de formation, et c'est vrai que traditionnellement, et Alain, ça sera intéressant peut-être que tu réagisses par rapport à ça, je vais être un peu provocateur, mais pour la petite histoire, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu de la formation digitale à Sofia, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir de nombreuses discussions sur les business models de la formation, comment c'était transformé par le digital. Et c'est vrai que c'est un secteur, les organismes de formation, qui a toujours été un petit peu en retard sur le digital, parce que très inquiet aussi de ces transformations, toujours l'idée que le digital va remplacer l'humain, etc., et qui a mis du temps à intégrer l'idée que c'était un mix, et que de même que quand le téléphone est arrivé, ça n'a pas remplacé le contact humain, mais ça a juste rééquilibré les choses de manière différente. Et autant les grands comptes se sont emparés de ces technologies très vite parce qu'elles ont vu des gains de productivité importants, autant les organismes de formation ont plutôt vu un danger traditionnellement. Il y a très peu de dirigeants qui se sont mis à investir, et puis aussi ce sont des sociétés plus petites, donc ont moins de moyens aussi. Mais le Covid a créé un choc incroyable, et pour la première fois, on a vu des organismes de formation qui étaient un peu en mode réflexion, pilote, etc. D'un seul coup, c'est devenu une urgence.
Et c'est ce qu'a vécu, Sébastien. Et ça, c'est quand même la première fois, je pense, dans l'histoire de la formation digitale en Europe, en tout cas depuis que je suis sur le secteur, que je vois un tel niveau d'urgence et de réalisation de l'importance. Et c'est pas qu'un problème de Covid, je pense aussi, mais ces dirigeants d'organismes forcés effectivement par cet événement se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup à gagner aussi à réfléchir à l'ingénierie de formation de leurs différentes prestations et qu'il y avait de la rentabilité, de la productivité dans l'utilisation de ces outils qui pouvaient améliorer en fait leur business model. Et donc je pense que le pourcentage d'organismes de formation qui va mieux utiliser à son profit les technologies va augmenter beaucoup plus vite maintenant qu'il ne l'a fait ces 20 dernières années. Alain, de ton côté, ce passage de présentiel en distanciel? Oui, alors je vais essayer de ne pas être redondant par rapport à ce qu'a dit Vincent, parce que tout comme Vincent, c'est-à-dire que sur l'analyse, c'est OK, et j'ai fait partie, moi, des personnes, évidemment, jusqu'à il y a 3-4 ans en tout cas, qui étaient un peu frileux parce que notre savoir, c'est aussi notre trésor de guerre. Et que parfois, ce qui est difficile, c'est de savoir ce qu'on va digitaliser, ce qu'on ne va pas digitaliser. Ça, c'est vraiment des choix cruciaux. Mais au-delà de ça, ce qui a été vraiment intéressant, en complément du coup de ce qu'a dit Vincent, c'est que nos formations, vous savez, il y a le format habituel, faites-nous 2 jours de formation et puis on s'en va. Là, on a été obligé évidemment de passer en format demi-journée, parce que 2 jours de distanciel, c'est juste totalement contre-productif. Donc ça, c'est une première chose. Et cette idée de changer les modules a libéré, non pas nous, parce qu'on le faisait déjà, mais des clients qui étaient restés un peu aussi, parce qu'il y a aussi des clients qui ont un peu leurs contraintes géographiques, techniques, financières. Faire déplacer quelqu'un pour une demi-journée ou même pour 3 heures de formation, ça n'est pas possible. Donc ça, c'était vraiment un premier point intéressant. On a été obligé de changer aussi toute notre information en amont de la formation, parce que clairement, moi j'ai dû avoir environ, à titre personnel, 300 personnes environ. J'ai pas regardé vraiment les chiffres, mais environ 300 personnes en formation. Les problèmes de connexion, c'est quand même une réalité, en distanciel en tout cas, et ça a posé quand même de grosses difficultés de connexion, enfin de liens, de relations, etc. La troisième chose, le troisième point, c'est que une des valeurs importantes pour nous au cabinet, c'est quand même de faire de l'individuel en collectif, mais vraiment. C'est-à-dire d'aller chercher vraiment les gens au cœur. C'est vraiment une exigence de chaque jour. Parfois, on est un peu fatigué, on peut être tenté par le fait de faire du PowerPoint, etc. Et ça, cet individuel en collectif, que certains ne font peut-être pas assez d'ailleurs, c'est un point de vigilance, il a été quand même un peu mis à mal là-dessus, parce que quand vous avez quelqu'un en contre-jour, même si la connexion est bonne, quand vous avez quelqu'un en contre-jour parce qu'il est derrière sa fenêtre, aller former quelqu'un alors qu'on ne voit pas son regard, son non-verbal, si vraiment on s'intéresse aux gens, si vraiment on a envie de les accompagner, ça fait partie des contraintes techniques. Et du coup, on a été vigilant sur les formations qui nous ont été demandées pendant cette période-là, de mettre le bon formateur, déjà quelqu'un qui avait ce sens d'aller chercher quelqu'un au cœur. Ça, c'était vraiment important. Et être vigilant sur les formations un peu trop descendantes, on va dire. J'ai pas envie de dire théoriques, parce qu'il y a des formations qui sont descendantes. Quand on fait un cours sur le MBTI, il y a une partie, ou sur Enneagram, il y a une partie descendante, forcément. Le dernier point, c'est que ce qui nous a permis quand même de nous aider, c'est que depuis quelques années, je ne sais pas si certains auditeurs connaissent Digiformat. C'est un outil assez simple de gestion des organismes de formation qui offre quand même une petite plateforme de e-learning qui rend les organismes de formation autonomes. Et puisqu'on est là aussi pour finalement donner des conseils, ça nous a quand même beaucoup aidé de nous lâcher sans faire des investissements qui nous semblaient un peu difficiles. Donc ce Digiformat, il nous a mis aussi un coup de pied aux fesses, vraiment, puisqu'on a été pas mal accompagnés pendant cette période-là, d'autant que comme on a dû vraiment digitaliser les feuilles de présence, etc., parce que on n'avait pas pu le faire pour certains clients auparavant, là, les gens ont été obligés vraiment d'arriver en formation avec un ordinateur, donc de pouvoir faire tout ce que Calliope, on a des organismes de formation là, Calliope,
nous oblige, c'est-à-dire le questionnaire en amont, la découverte, les questionnaires de positionnement, etc. Bon, ils étaient déjà sur notre plateforme, mais même les émargements, tout ça, on était quand même obligé encore d'imprimer des choses parce que les clients n'étaient pas équipés. Et là, on n'avait pas d'autre choix que de leur imposer cela. Et ça nous a vraiment aidé. Et je pense à 3 clients en particulier qui ont dit, OK, c'est bon, on a compris. Maintenant, ils viendront au moins avec leur smartphone, leur tablette ou autre. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question en totalité, Oui, mais tout à voilà, fait. je peux dire à l'esprit en tout cas. C'est aussi l'échange, hein, c'est aussi apporter votre expérience. Alors là, justement, tu parlais un peu de technique hein, ou de technologie, donc avec une plateforme. Ça, c'est un domaine que connaît bien Vincent, je pense. La technologie. Non, les plateformes, mais justement parce que Plateforme, dans le oui, monde de la formation, il y a des règles incontournables. Hein. Bon, Alain parlait de la feuille de présence, etc. Donc là, il y a tous ces éléments aussi qui doivent être gérés technologiquement. Oui, c'est vrai. On le voit, là par exemple, on a eu un petit problème technologique avec le Wi-Fi de Sébastien. C'est vrai que digitaliser, c'est aussi faire face à des problématiques très terre à terre, très bêtes comme celle-là. Et il faut réinventer ses process dans le sens où il faut savoir quoi faire, donc, quand ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qui on appelle. Donc il y a tout à revoir. Mais je pense que même si c'est une transformation importante des métiers des gens, et on le voit bien chez nos clients, tout ça n'est pas vraiment une affaire de technologie, c'est avant tout une affaire de métier de la formation, de pédagogie, de s'adapter aussi à son public. C'est pas un format qui marche pour tout, en fonction du sujet, en fonction du public. Non, il y a 1000 ingénieries de formation possibles qui vont utiliser les meilleures modalités aujourd'hui numériques et présentielles qui existent. Hein. Et elles sont de plus en plus nombreuses puisque ces dernières années, il y a eu un foisonnement d'innovation sur ce secteur. Oui, bien sûr, on parle des fameux LMS, des plateformes de formation en ligne, qui deviennent un peu anciennes maintenant, mais on parle aussi de toute l'industrie des contenus digitaux qui a explosé avec les MOOC, avec les initiatives d'école et aussi avec des éditeurs spécialisés qui n'existaient pas avant, avec énormément de contenus de grande qualité qui sont disponibles aussi gratuitement sur Internet pour peu qu'ils soient bien sélectionnés. On parle de visioconférences, on parle d'outils d'animation en live, on a fait par exemple nos clients des expériences très intéressantes qui s'appellent Figital, donc c'est encore un jargon, vous savez qu'il y a des jargons régulièrement dans ce secteur, donc Figital, voilà, on va dire que c'est pas encore passé de mode complètement, ça fait un an seulement que ça se dit, donc mais blague à part, c'est hyper intéressant parce que on cherche à multiplier les interactions entre le digital, en l'occurrence en général un smartphone, parce qu'on est sur le terrain et le terrain. Donc ça peut se faire via l'utilisation de QR code, de balises de positionnement, l'utilisation même de la pédagogie qui va créer des interactions entre quelque chose qui se passe en vrai, par exemple, et quelque chose qui va se passer dans le digital. J'en ai un exemple. L'été dernier, chaque été, on fait venir nos clients, nos grands clients, grands comptes parisiens sur la Côte d'Azur, ici à Sophia Antipolis. Et on leur fait vivre des expériences. L'année dernière, on avait organisé une énorme expérience digitale. Ils se promenaient dans des stands. Il y en avait une, par exemple, il fallait découvrir des vins. Il y avait un sommelier de la région qui était là, qui faisait découvrir des vins de la région. Mais la découverte était associée, ils avaient tous leur smartphone, c'est devenu assez rare que quelqu'un n'ait pas un smartphone maintenant, surtout dans ce milieu-là, et c'était associé à des petits jeux d'apprentissage qui venaient renforcer l'expérience qu'ils venaient de vivre, par exemple, sur cette partie d'œnologie, ou qui venaient créer aussi un appétit, une curiosité à en savoir plus. C'est un peu ça le Figital, c'est toutes ces nouvelles ingénieries de formation qui vont faire interagir les deux et qui au final vise à créer de l'émotion et de la réalité entre un secteur qui est très froid s'il est mal fait, le digital, un secteur qui est très humain, le présentiel, mais qui n'est pas toujours le plus adapté ou le plus productif. Alain a rappelé que voilà, le présentiel, c'est aussi beaucoup de contraintes pour les clients. Ça devient difficile aujourd'hui de trouver des clients qui sont d'accord pour aller se mobiliser pendant 2, 3, 4 jours d'affilée. Avant, ça se trouvait. Maintenant, j'allais dire, ça ne se fait plus. Et le digital vient répondre à des vraies contraintes, des vrais besoins qui existent dans l'économie et rationaliser un secteur qui, depuis très longtemps, est relativement artisanal finalement et n'avait pas beaucoup changé. Donc,
Donc tout ça, c'est bien, mais voilà, pour revenir à mon propos de départ, beaucoup de nouvelles modalités sociales aussi. Aujourd'hui, on va utiliser par exemple, beaucoup le présentiel pour créer du lien, parce que le digital ne crée pas beaucoup de liens, en fait. C'est vraiment se voir qui crée du lien, se voir, se toucher, être ensemble qui crée du lien. Mais une fois que ce lien est créé, par contre, le digital, on voit qu'il vient prolonger ce lien pendant très longtemps et pendant beaucoup plus longtemps que si on faisait que du présentiel, puisque peut-être Alain, tu pourras témoigner, mais un des drames du présentiel, c'est qu'on va voir ses clients dans une salle pendant un certain temps, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, 2 jours, et puis après ils vont partir. Et puis on n'a plus forcément vraiment le lien avec ses clients, le lien se distend. Le digital, lui, il est capable ensuite d'organiser des communautés, de maintenir le lien entre les gens aussi. Je pense que les apprenants eux-mêmes, pendant une formation, ont tous fait l'expérience voilà, de rencontres avec d'autres, de liens qu'ils ont envie de prolonger, mais des fois, le lien se casse directement après la formation et tout le monde est déçu. Et voilà, le digital vient finalement augmenter l'humain aussi. Donc, faut pas l'opposer. Faut correctement, je pense, le mixer. C'est tout l'enjeu, effectivement, de cette nouvelle science de la pédagogie digitale. J'ai du mal à l'appeler digitale moi-même, parce que finalement, de la pédagogie en général, où il faut maintenant prendre en compte tout ce qui existe dans la nature et faire au mieux par rapport à ces objectifs. Et je pense que ça va devenir un plus gros débat au sein des organismes de formation, en tout cas dans les prochaines années, suite à cet événement du Covid. Puis Vincent, juste pour rebondir sur ce que tu disais. Donc là, on voit bien aussi. Pardon. Non, vas-y. Non, je voulais juste rebondir. Ce qui est vraiment intéressant dans le digital, c'est qu'on va expliquer, aller sur un outil quel qu'il soit, on va à la limite demander aux personnes comment est-ce qu'ils gèrent telle situation, on va leur donner un outil, et ensuite, comme beaucoup, on est 10 dans une salle, le client n'est pas toujours prêt à faire du 2x5, 2x7, 2x8, ou enfin je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire une mise en situation, voire deux. Et comme le programme est très chargé parce que, comme je disais à Elisabeth, règle numéro 1, le client a toujours raison. Et si le client a tort, se référer à la règle numéro 1, c'est la règle numéro 2. Vraiment, le plus du distanciel et surtout là du digital, c'est que il y a certaines choses qu'on peut enregistrer une fois, on peut refaire une vidéo et le client peut, le stagiaire peut se repasser la vidéo autant de fois qu'il veut et il peut vraiment avoir à nouveau les conseils. On dit souvent qu'il faut expliquer quelque chose 3 fois à quelqu'un pour qu'il l'intègre parfaitement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La seule limite, évidemment, c'est qu'on ne peut pas lui faire une mise en situation pour vérifier. Est-ce que tu as compris? Oui. Mais vraiment, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Donc en fait, il y a une richesse par rapport à cette digitalisation, on va dire au sens large, parce qu'en fait, à la fois, ça implique une façon nouvelle d'aborder les sujets, mais ça permet alors j'allais dire morceler si je voulais être provocateur, mais plus en fait de structurer finalement la formation de façon différente, en laissant la place pour les révisions individuelles, mais aussi au niveau du collaboratif, aussi impliquer les communautés qui peuvent se former par la suite à ça. Alors on parle de clients, on parle aussi d'apprenants et on parle de stagiaires. Donc voilà, on a je dirais un vocabulaire aussi qui a évolué dans le temps. Mais est-ce que vous avez déjà des retours par rapport, peut-être pour Alain, à cette question, le fait d'avoir transformé un petit peu en urgence les formations que tu avais prévues, donc tout remettre en question en termes de logistique et autres. Est-ce que tu as déjà des retours de la part de ces apprenants par rapport à ce changement comme ça qui a été un peu bousculé? Alors comme on est en visio, il faut essayer parfois de provoquer un peu. Donc, puis je vais vous dire la vérité. Hein. Ce matin, j'étais en formation avec un groupe en présentiel. Ils étaient là, donc avec leur masque, etc. C'est un groupe de restauration, pour ceux qui connaissent bien Nice. C'est partie des bons restaurants, c'est une dizaine de restaurants. Et sauf que j'avais commencé en distanciel. Et la première demi-journée a été catastrophique, mais vraiment, vraiment catastrophique, au point qu'une tension est née pendant la formation à cause des problèmes de connexion, des problèmes de ceci, cela, etc. Et donc, je leur ai dit, écoutez, on lâche l'affaire, on se retrouve demain au bureau. Et j'ai pu le faire. Je vous donne cet exemple parce que c'est le seul que j'ai vécu en 3 mois comme celui-ci. C'est le seul. Néanmoins, il m'est arrivé de faire des formations
avec des gens au téléphone parce que leur caméra ne fonctionnait pas, parce qu'ils n'étaient pas sur Google Chrome et que parfois ils vont mettre sur Google Chrome, etc. Il y a eu plein de petits bugs. Et donc, mais globalement, notre système de gestion de formation nous permet de voir quelle note de formation on a eu pendant la période. On a eu 9,2 sur 10 pendant la période. Et le reste du temps, par rapport au début de l'année, on avait 9,01. C'est-à-dire qu'on a gagné 0,2 points. Peut-être parce que les gens sont plus compétissants, peut-être, ils ont pitié. Ou alors, on est arrivé quand même à faire un travail, à faire l'essentiel. Même si, sincèrement, pédagogiquement, on sait que ça ne suffira pas. Il y a quand même des choses, voilà. Donc, un bilan en demi-teinte, mais bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, j'ai jamais fait de période sur 3 mois comme ça où je ne faisais que du distanciel. C'est la première fois que ça nous arrive. On en a toujours fait du distanciel, notamment en coaching individuel. Mais là, finalement, ça s'est plutôt vraiment bien passé, finalement. Maintenant, on a encore des clients qui disent non, 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 toujours pas. Et ça représente quand même, et là, c'est les clients, hein, 40% sur les 70% qui ont été décalés, d'accord? Il en reste 40% qui ont maintenu le fait de décaler le présentiel. D'accord, mais de rester en présentiel. En fait, c'est vrai que ça dépend des profils, finalement, des apprenants. Et tu parlais de ton exemple par rapport à des restaurateurs, donc des gens qui sont dans la relation très, très physique, hein, finalement, avec leurs clients, et qui n'ont peut-être pas l'utilisation simplifiée de l'ordinateur ou du smartphone, etc. Ça doit être peut-être complètement différent du côté de Vincent. Toi, tu as plutôt des clients qui sont habitués, qui vivent avec l'ordinateur. Alors, oui et non, certains évidemment sont très une culture digitale très avancée, mais bon, voilà, on travaille nous avec des salariés normaux. On a plus d'1 million d'utilisateurs, je pense qu'ils représentent du coup, on va dire, ce qui se fait aujourd'hui en France. Et non, quand même, quand on regarde de manière un peu de hauteur par rapport à la formation digitale, on s'aperçoit que même si les grands comptes avec qui on travaille principalement sont très digitalisés par rapport à d'autres segments de marché, comme les petites ou moyennes entreprises ou les organismes de formation, l'essentiel de la formation se fait encore, bien sûr, en présentiel, se fait majoritairement en présentiel. Ça, clairement, quand on discute avec nos clients, les grands comptes ont pris des mesures très drastiques suite au Covid, interdiction de déplacement, interdiction de se rencontrer. Donc, de la part de ce type de clients-là, on n'a quand même pas de demande de présentiel. Et puis, pour ceux qui sont pas liés à des... Parce qu'il y a aussi du réglementaire hein, quand même qui est derrière tout ça, évidemment, la prise de risque, la responsabilité de l'entreprise, du chef d'entreprise qui est derrière toutes ces mesures. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut faire comprendre plein d'enjeux liés à ces transformations. Encore une fois, il ne s'agit pas de passer en tout digital d'ailleurs, mais d'exploiter au mieux les capacités du digital et les capacités du présentiel d'autre part, d'une manière plus intelligente. Il y a des enjeux écologiques. Tout le monde l'a découvert avec les médias quand on nous montrait des cartes de pollution ou des chants d'oiseaux qu'on n'entendait plus avant. Il y a des enjeux de productivité. Tout le monde l'a découvert effectivement de ne pas se déplacer. Se déplacer prenait du temps aussi. Se déplacer prenait de l'énergie. C'est bien quand c'est très utile, mais quand c'est moyennement utile, c'est pas très intéressant. Il y a l'enjeu du garder le lien humain. Par exemple, si le téléphone n'existait pas ou la visio n'existait pas, ce qu'on fait aujourd'hui, et qu'il fallait tout le temps se voir pour garder le lien humain, au final, notre lien humain serait moins fort. On peut toujours critiquer Facebook, WhatsApp, etc. Mais combien de personnes vont dire oui, mais s'il n'y avait pas Facebook, j'entends que mon petit cousin de Bretagne, je lui parlerai plus. Voilà, etc., etc. Donc, faut voir ça comme une continuité et pas comme des oppositions. Les gens découvrent aussi, dans ce milieu de la formation très, très présentielle par nature, que le digital permet en fait de renforcer le lien humain, comme le téléphone l'a fait, ou d'autres, évidemment, d'autres inventions plus modernes, comme la visio avec ses grands-parents ou autres, permet en fait de renforcer le lien humain, mais juste à des propriétés différentes qu'il faut exploiter. Et puis, je pense que les organismes de formation, via tout ça aussi, réalisent que derrière, je pense aux dirigeants des organismes avec qui on discute, il y a un enjeu business qui est très fort, faire des produits qui sont en fait plus rentables, qui permettent aussi d'atteindre beaucoup plus de gens, parce que d'un seul coup, le digital libère aussi des frontières d'un métier qui est souvent très localisé.
permet d'atteindre beaucoup plus de gens, permet de garder le contact avec ses clients pendant beaucoup plus longtemps. Donc là, il y a un vrai enjeu business derrière et permet de travailler sur une efficacité pédagogique qui est supérieure, puisque là, ça va être dur de rencontrer quelqu'un qui vous dit « je suis allé faire une demi-journée de formation ». C'est un peu comme le bac, on apprend, mais qu'est-ce qu'il est resté 3 jours après exactement? Donc, parce qu'on n'apprend pas en fait en une demi-journée. Et d'ailleurs, le fait de savoir des choses, ça nous fait une belle jambe. Tant qu'on les a pas appliquées, tant qu'on n'a pas eu du feedback, tant que c'est pas passé dans nos comportements, on n'a rien appris en fait. Donc, et ça demande du temps. Et ça, c'est le paradoxe des organismes de formation qui sont souvent missionnés pour une prestation. Je vais délivrer X heures de formation, alors qu'en fait, on ne devrait pas du tout le penser comme ça. On devrait le penser en termes de transfert de compétences et avoir 20 jours, 40 jours devant soi pour faire passer des idées. Et aujourd'hui, il existe plein de techniques qui permettent de travailler dans la durée, comme le micro-learning, comme l'utilisation des smartphones, c'est ce qu'on fait chez Teach on Mars, bien sûr. Et pour arriver en fait, à des ingénieries pédagogiques qui sont beaucoup plus efficaces que les demi-journées de présentiel qu'il faut arracher à son client aujourd'hui, qui de toute façon ne veut plus les faire. Donc je pense qu'il y a des très, très, très gros enjeux là. Pierre, on va Oui. peut-être prendre quelques questions. Très bien, Marie, oui. Donc, on vous demande sur le chat comment s'assurer que tout le monde suit la formation et que vous ne perdez pas du monde, c'est-à-dire comment récupérer ceux qui décrochent. Ah, belle question. Vincent, Qui c'est qui s'y lance? Allez. Je peux répondre, mais j'allais laisser la Vincent. parole à Alain parce que je viens de parler. Donc... Oui, alors évidemment, d'abord il faut choisir un formateur. C'est-à-dire que c'est quand même notre métier d'aller interpeller les personnes. Et je dis souvent que un formateur, en tout cas chez nous, doit interpeller 20 fois dans l'heure le groupe. Alors j'avoue que quand j'interpelle parfois, en ce moment, ça me fait un petit peu peur parce que parfois, du coup, je pose une question au groupe et là, j'attends la réponse. Et là, souvent, on me dit, et ça m'arrive au moins 10 fois dans la formation, excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. C'est-à-dire que, comme par hasard, au moment où j'interpelle la personne, elle ne m'entend pas. Et ça, moi qui suis anxieux, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'angoisse un tout petit peu. Donc, il faut redoubler d'une part d'interaction, interpeller bien évidemment, renforcer les mises en situation. Nous, on utilise beaucoup la vidéo puisqu'on travaille sur une plateforme qui s'appelle Whereby, qui est plutôt pas mal sur la mise à disposition de vidéos. Et surtout, on faisait une formation manager à distance pour une banque la semaine dernière. Et on échangeait avec les participants et une des remarques qu'on a observées, c'est qu'un manager mauvais, à distance, il devient encore plus mauvais. Ben, c'est vrai pour les managers. Je pense que c'est un peu vrai également. C'est-à-dire que la distance renforce les incompétences pédagogiques et managériales. C'est vraiment quelque chose que je ressens très fort. Et donc, pour nous, formateurs, ça nous demande d'être encore plus vigilants sur la variété des activités, la diminution des durées, bien évidemment. Il faut faire attention, hein, on ne peut pas faire sur 2 jours, comme je disais tout à l'heure. Et surtout, interpeller, préparer la question ouverte, la question ouverte, la question ouverte, la question ouverte. Et bien sûr, interpeller j'ai oublié le 4e point que j'abordais tout à l'heure. Il m'est sorti de la tête, mais il reviendra certainement. Oui, évidemment, faire en sorte que les mises en situation soient encore plus présentes, quelles qu'elles soient, hein, quelles qu'elles soient. Et ça n'est pas toujours facile. Quand on fait une formation sur les étapes du changement, il y a quand même une partie théorique, forcément. Donc, on est obligé de rendre notre formation un peu plus gruyère, forcément. On risque d'ailleurs d'être un peu brouillon, d'ailleurs. Donc, interpeller, mise en situation et puis soigner la connexion, mais ça, c'est encore autre chose. J'espère que j'ai répondu à Frédéric. Je pense que oui, il va nous le dire dans le chat. Du coup, ça tombe bien que vous ayez répondu ça parce qu'on vous demande s'il existe des plateformes de comparaison des meilleures pratiques en matière de pédagogie pour le digital. Oui, parce que finalement, il va falloir former les formateurs maintenant à toutes ces différentes technologies, ces différentes pédagogies aussi, non? Vous le faites d'ailleurs, certainement. Vincent, peut-être? Chez Teach on Mars, bien sûr, on le fait. Voilà. De toute façon, quand on est éditeur de logiciels sur un secteur très innovant comme celui de la formation digitale, où c'est un secteur qui existe depuis 25 ans, un quart de siècle à peu près dans le monde, et on va dire en Europe depuis une vingtaine d'années. C'est un secteur que les
professionnels comme nous, enfin tous les professionnels découvrent ensemble et inventent ensemble. Donc c'est vraiment un travail de groupe. On découvre des choses tous les 6 mois, des nouvelles bonnes pratiques tous les 6 mois. Donc, c'est important d'avoir surtout mettre en place un très très bon dialogue entre le marché, ceux qui font de la technologie, ceux qui font des services, ceux qui délivrent, etc. Toute cette communauté. Donc, c'est sûr que chez Teach on Mars, par exemple, on consacre une très grosse partie de notre énergie à travailler sur les best practices, à échanger lors d'universités d'été, de breakfast, de rendez-vous avec nos clients et avec tous nos partenaires. On a beaucoup de partenaires et ça, ce dialogue, il vient nourrir la réflexion de tous. Alors nous, en tant qu'acteurs technologiques, puisqu'on traduit dans de la technologie, on essaie d'anticiper, même de voir des tendances et de les anticiper, mais on traduit dans de la technologie des gestes et des choses que les professionnels, les formateurs vont devoir faire ensuite avec leur public, donc on doit être très très à l'écoute, mais ça change tout le temps, ça évolue énormément. Je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un secteur qui est absolument passionnant pour ceux qui s'intéressent vraiment à la pédagogie et qui est un art très complexe au final. Et on parlait du challenge de ceux qui décrochent par exemple à l'instant, et je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Alain. Le distanciel et le digital demande beaucoup plus de rigueur que le présentiel, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir la boucle de feedback immédiate avec ses étudiants du présentiel, les avoir prisonniers dans un endroit, pouvoir agir dessus directement. Voilà, en ce moment, nos spectateurs, il y en a peut-être la moitié qui mangent et qui regardent un match de foot. On le sait pas. Donc en fait, la technique qu'utilise classiquement le formateur en présentiel, Alain parlait, voilà, par exemple, de les interpeller. Celles-là existent toujours et se font différemment. Il existe aussi plein de nouvelles techniques rigolotes qu'on utilise. Nous, on a ça dans nos logiciels. Vous pouvez faire des jeux sociaux, faire des concours. Ça mobilise énormément les gens. Et là, c'est du live, parce que là, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, on est très top-down, quoi. Voilà, on parle et on ne sait pas si les gens nous écoutent, mais il y a aussi beaucoup de modalités qui sont très interactives, où là, c'est compliqué, comme quand on fait de l'interactif, d'ailleurs, dans une salle, de ne pas être là, hein, parce que les jeux sont conçus de telle manière à ce qu'on ne puisse pas faire autre chose. Donc voilà, tout ça est à réinventer. Et puis, il y a aussi une ingénierie qui est en train de se faire différemment, où par exemple toute la délivrance d'informations dont parlait Alain, en général, elle est plus faite pendant ces moments live. Elle est faite à d'autres moments, c'est-à-dire qu'on va plutôt délivrer aux gens. On sait très bien aujourd'hui que tout le monde a l'habitude de regarder du YouTube, ou tout le monde a l'habitude de lire des articles sur Internet, etc. Donc on va plutôt exploiter ça pour envoyer l'information et utiliser le live, qu'il soit à distance ou pas à distance, pour créer du lien, faire des jeux ensemble, donner du feedback aussi aux étudiants. Donc les ingénieries vont un petit peu se modifier, les mix se modifient, mais et chacun y va de sa recette, hein, et c'est comme ça que tous ensemble on invente ce que c'est que la formation de demain. Là, je te rassure, Vincent, parce que le live marche, puisqu'on a même encore des questions. Donc les éditeurs écoutent et regardent. Allez, Marie, il y a d'autres questions, je crois, hein. Justement, là, vous parliez de live. Je pense que vous avez un petit peu répondu à la question, mais donc on vous demande si les formations digitales permettent le même niveau de questions qu'en présentiel. Mais je pense que vous avez un petit peu répondu. Moi, je suis chaud, donc j'ai envie de répondre tout de suite, mais je vais laisser la parole à Alain. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant, parce que le chat permet à des gens qui étaient un petit peu timides, en fait, en présentiel, ou voilà, des gens qui parlent beaucoup comme moi, etc., mais ils ne veulent pas les couper, etc. Bon, il ne faut pas hésiter à me couper, je suis passionné et bavard. Mais le chat permet de poser sa question. Et au final, c'est plus égalitaire, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alain, mais… Oui, alors toujours pareil, parce qu'on m'a dit quand même qu'il fallait pas être politiquement correct, donc je déstabilise. Et dans les croyances limitantes, je dis bien dans les croyances limitantes sur Sophia, on me dit qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, donc on le voit évidemment. Donc ce qu'on a observé aussi pendant notre petite période, c'est que certains ingénieurs de Sophia éteignent la caméra pendant la formation. Donc pas facile. J'y crois pas, franchement. Non. C'est une question. Alors justement, bon, il y a les pratiques des uns et des autres. Donc c'est sûr, c'est vrai qu'il y a pas le. Mais moi, je me rappelle dans certaines formations, certains somnolaient. Donc même en présentiel, il peut y avoir des déconnexions. Là, il y a une question quand même de
de Jean-Claude. Donc, comment envisagez-vous de refaire de la valeur ajoutée qui permettra de refaire de la richesse, en fait, de faire de la richesse? En la paraphrasant un petit peu, c'est qu'est-ce que vous avez modifié déjà ou que vous pensez modifier par rapport au catalogue initial que vous aviez avant la crise, et quelles sont les innovations que vous allez apporter, si vous pouvez nous en dire un mot. Juste Pierre, comme on est vraiment en live et que parfois on voit des choses bizarres derrière, quelqu'un vient de sonner et tout le monde est parti déjeuner chez moi. Je suis obligé d'aller ouvrir et donc je reviens dans 2 minutes. Voilà, c'est en live. D'accord, on va laisser Vincent répondre alors. D'accord. Vraiment confus. Je vais meubler, Alain. Vas-y, je meuble. Oui, on a tous assisté à ces scènes assez marrantes où quelqu'un passe derrière la caméra, un enfant arrive, Spider-Man arrive d'un seul coup sur la caméra et donne son avis sur un sujet très professionnel. Ça a créé du lien. Faut que je revienne sur ta question. C'était la création de valeur, non, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ça dépend si on l'envisage d'un point de vue pédagogique. Ah oui, non, c'est qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va changer, ouais, parce qu'il y a la création de valeur pédagogique, la création de valeur commerciale, la création le type de création de valeur. Nous, en tout cas, pour parler pour Teach on Mars, hein, très clairement, on en débat déjà en interne et je pense comme dans toutes les entreprises, hein, d'ailleurs, avec nos utilisateurs également. Ça va booster quand même globalement le digital et il est certain qu'un certain nombre de prestations de notre catalogue de services qu'on faisait en présentiel parce qu'on avait peur de ne pas avoir assez de feedback du client, de casser un peu le lien. On va revoir ces mix-là et on va les faire, on va revoir le mix tout simplement. On fera toujours bien sûr un peu de présentiel, mais on en fera moins. Et en plus, il se trouve qu'on a établi notre société et notre siège à Sofia Antipolis, dans cette belle région des Alpes-Maritimes. C'est absolument fabuleux, puisque c'est vrai qu'à 100 km de distance d'ici, on peut vraiment être partout en mer, à la montagne, dans plein de sortes de montagnes. Donc, on va pouvoir crâner un peu là-dessus. En revanche, quand on travaille avec des grands comptes internationaux comme Teach on Mars, ça veut quand même dire que si on veut faire du présentiel, il faut prendre l'avion, ou le train, ou autre chose. Mais l'avion est souvent le moyen le plus rapide avec l'aéroport de Nice. Donc, il y a un enjeu important budgétaire, de temps. Je reviens aussi à l'enjeu technologique. Et effectivement, cette crise du Covid, ce choc du Covid, nous a amené à repenser quand même tout ça avec nos clients. Et je pense qu'on partage tous ces constats et on a tous envie de faire différemment pour le futur. Et personne n'a envie d'éliminer le fait de se voir. Je pense qu'on attend le retour des bars avec impatience le 2 juin. Mais on va effectivement revoir quand même la manière dont on délivrait un certain nombre de prestations pour se déplacer moins, pour perdre moins de temps dans les transports, mais tout en gardant le même niveau de qualité, on va dire, humaine. Et ça, on le réfléchit ensemble et on le vit déjà, en fait. Et on voit que finalement, c'était possible. C'était pas si dur. Donc, je ne sais pas si Alain est revenu. Alors, je suis revenu et si je pouvais dire deux choses à ce sujet-là. Bien sûr, nous réinventer, c'est obligatoire. Et bien sûr, en plus, parce qu'on est tous débordés et que nous procrastinons, en tout cas, il m'arrive de procrastiner en tant que chef d'entreprise, il m'arrive eh bien, c'est une opportunité aussi d'aller plus loin sur la digitalisation parce que on s'est rendu compte que notre digitalisation, elle manquait de deux aspects, peut-être un peu de vidéo et également de l'aspect blog. Enfin, Vincent, tu sais, l'aspect un peu plus chat, interaction, post-groupe. Ça, c'est la première chose. C'est aussi une opportunité, enfin, ce travail qu'on a fait, on n'en a pas trop parlé puisqu'on s'adresse peut-être à des organismes de formation. En ce moment, la plus grosse demande, c'est quand même autour de justement comment est-ce que nos clients vont se réinventer. Et on les accompagne quand même beaucoup là-dessus avec un premier travail pour faire exprimer les douleurs, les souffrances, etc. Je parle de chez moi et de chez nos clients. Définir un objectif commun partagé parce que forcément, soit on prend ce Covid comme un problème, soit on le prend comme une opportunité et on est condamné à ce que ça devienne une opportunité, je pense. Et donc ça, je vois quelques confrères qui sont dans la salle. C'est une vraie demande. Donc, on doit s'appliquer à nous-mêmes, ce sur quoi on accompagne nos clients. Et j'ai l'exemple de 3 entreprises qui n'avaient jamais fait de formation, jamais un accompagnement, plus rien. Et le FNE, le fonds qui a été mis en place, parce que quand même beaucoup de choses ont été mises en place par l'État quand même, plus ce serait, je pense, difficile en tout cas dans notre métier,
entre le chômage technique, le FNE et tous les autres accords qui ont été mis en place, eh bien, ça a permis, en tout cas chez nous, à 3 entreprises, de se former dans les 15 derniers jours pour dire on ne s'est jamais formé, eh bien on y va, mais on va pas faire de la formation, on va plutôt rassembler tout le monde parce que le Covid aussi a créé des divisions au sein des équipes, ceux qui travaillent pas, ceux qui sont en chômage technique, ceux qui se permettent de rester à la maison, etc. Donc il faut rassembler, etc. Donc c'est un travail à faire en interne et en externe chez les clients. Et donc c'est une opportunité aussi pour des personnes qui étaient, comme on dit parfois, inconsciemment incompétents. La première étape de la pédagogie, hein, inconsciemment incompétents. Ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas. Et ça, c'est un vrai bonheur de travailler là-dessus. Et un vrai bonheur aussi de nous remettre en question, le fameux uppercut dont je parlais tout à l'heure quand même. Aussi. Bon, on approche de la fin. Là, on a encore peut-être 2 questions pour terminer, peut-être sur des côtés un peu plus pratiques. Marie? Oui. Alors, on vous demande comment vous gérez la partie informelle, exemple les pauses café et déjeuner, là où il y a généralement le plus d'échanges. Effectivement, en digital, c'est compliqué. Alors, souvent, Alain l'a dit tout à l'heure, déjà, quand on conçoit des formats digitaux, il faut qu'on les concevoir plus courts. Là, on est en train de se faire 1 heure en visio. Je pense que là, on est au maximum. En général, nous, on fait plutôt 45 minutes. C'est vrai que c'est difficile de soutenir son attention, c'est fatigant. Des pauses, et on peut en faire. Par exemple, des fois, nous, en visio, on a des séquences de 2 heures. Bon, oui, on va faire peut-être 2 pauses dedans. On va carrément couper la caméra, couper le micro et se donner rendez-vous 5 minutes après ou 10 minutes après. Mais comme la question le suggère, en revanche, ça c'est un gros désavantage du digital, il n'y a pas, en tout cas, j'ai pas vu trop d'expériences qui recréent l'effet machine à café, où on se détend, on parle avec les autres à ce moment-là. Non, là, pour le coup, chacun en parle dans son coin, par exemple, quand on est en visio. Ça, c'est un désavantage du digital, mais il ne faut pas essayer de recréer ce qui se passait en présentiel en digital, parce que si on fonctionne comme ça, on va souvent faire des mauvaises ingénieries, on va essayer de recréer un truc vraiment conçu présentiel dans du digital, on va se tromper. Donc non, il faut le penser, faut tout revoir complètement, le penser différemment et être très vigilant justement à la question de la déconnexion en digital. Faut arriver à se déconnecter, il faut des temps obligés. Donc il faut que les formateurs, les pédagogues inventent des manières de gérer le temps qui est différente avec des vrais moments de déconnexion. Très bien. Donc, il y a une opportunité. Je réponds à la question comment gérer vous la partie informelle. J'avais envie de dire en tant que formateur aussi, et mes collègues vivent ça très bien aussi, on le vit super bien. Parce que pendant les pauses, nous on a des bureaux évidemment, mais si on aime un peu son métier, on a tendance à rester pendant la pause avec les participants. Et pendant le déjeuner, on est avec les participants. Et on souffle le soir quand on a fait faire les devoirs des enfants et que notre conjoint nous a aussi raconté sa journée. En fait, il n'y a pas de temps de repos pour le cerveau. Avec le distanciel, évidemment, les pauses sont de vraies pauses pour le formateur et pour la personne qui ne parle même pas à ses camarades de jeu puisqu'elle va dans sa cuisine. Finalement, alors on voit le frigo qui s'ouvre évidemment et la bière qui coule. Et pareil pour c'est vraiment ultra positif pédagogiquement. Le cerveau se repose pleinement. Donc j'ai envie de dire, ne faisons rien justement, parce qu'on en faisait trop. Très bien. Dernière question. Peut-être Isabelle. Isabelle, oui. Existe-t-il des plateformes de comparaison des meilleures pratiques en matière de pédagogie pour le digital? Oui, on en a déjà parlé tout à l'heure, il me semble, Pierre. Oui, il y a eu des questions. Je ne sais pas si on a bien répondu. Moi, personnellement, j'en connais pas vraiment. Parce que le savoir-faire, il existe chez beaucoup d'acteurs et notamment chez Teach On Mars. Mais il y a beaucoup de livres aussi qui existent sur le sujet, des blogs, des gens qui bloguent dessus. Après, un endroit où il y aurait vraiment maintenant une collection de best practices. Je pense qu'on est encore trop dans l'innovation et c'est pas un art qui est encore trop si formalisé que ça finalement. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait beaucoup se méfier de sa formalisation aujourd'hui. Il suffit de relire un livre sur le e-learning qui date juste d'il y a 1 an ou 2. Ça peut faire sourire des fois. Donc, ne pas trop formaliser quand on est en période d'innovation quand même. Il y a Sébastien, je ne sais pas Sébastien si ton Wi-Fi fonctionne, puisque là, il vient de m'envoyer un message, qu'il y a une idée intéressante là, qu'il voulait faire passer. Sébastien, tu nous entends ou pas? Ou tu peux
non, mais il est encore frisé. Il nous dit, est-ce qu'on est, on est sur notre chat interne? Non, il y a décidément un problème de Wi-Fi. Ouais. Bon. Il a été sollicité par ses clients pour utiliser la formation aussi justement comme un moyen de garder le lien, un moyen de formation et de communication pour solidifier le lien avec les collaborateurs et avec les clients. Donc c'est vrai qu'on sait depuis toujours que la formation, c'est pas juste acquérir des compétences, mais ça peut être aussi récompenser des gens, apporter quelque chose à faire évoluer de manière générale ses collaborateurs ou créer des instants de vie ensemble avec ses clients, ses collaborateurs. Et le confinement qui a parfois été vécu de manière un petit peu étouffant, hein, je pense, par les gens, qui a coupé beaucoup de liens sociaux, a fait ressortir ce rôle de la formation. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et la formation, des fois, je trouve que c'est pas placé à... On parle toujours, on est très politiquement correct, c'est important, nanana. Bon, ok, ouais, mais quand il faut couper un budget, c'est souvent celui de la formation qui est coupé. Donc, en fait, c'est pas vraiment important. Et je pense qu'il faut... Toutes ces innovations en formation, on redécouvre le rôle de la formation et j'espère que ça va redorer un peu le blason de cet art-là, aussi comme outil pour créer beaucoup de valeur dans les entreprises et notamment du lien, on travaille beaucoup avec nos clients sur les thématiques de culture d'entreprise, de process métier. La culture d'entreprise, ça revient beaucoup parce que quand on est tous en distanciel, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant de bien garder sa culture d'entreprise, de bien garder le lien. Et là, pour le coup, des outils comme les notes et la formation permettent de remplir cet objectif. Et ça revient beaucoup aujourd'hui au cœur du débat. Bon, je crois qu'on est arrivé à notre temps. Malheureusement, on avait encore pas mal de choses qu'on aurait aimé discuter avec vous, puisque votre expérience est riche et ce sera l'occasion aussi peut-être de refaire un peu plus tard un autre point là-dessus et d'inviter Sébastien, hein, bien évidemment. Désolé pour la technologie qui nous a trahis là sur ce point-là. Merci encore infiniment. Je laisse le dernier mot à Elisabeth, comme à notre habitude. Pas de micro. Pas de micro. Pardon. Voilà. Voilà. Eh bien, un grand merci Alain, Vincent, Sébastien d'être venu. Malheureusement, on n'a pas pu partager avec vous, mais un grand merci de tous vos témoignages, d'avoir livré vos expériences et de nous avoir montré aussi les nouveaux enjeux de la formation, un item très important, comme l'a souligné Vincent. Mais on retient malgré tout que dans tous ces moments difficiles que nous avons vécus, que vous avez vécus, on doit garder en tête que chacun doit se réinventer. Alors réinventer en tant qu'organisme de formation, en tant que formateur, en tant qu'apprenant, en tant qu'individu également. Et d'autre part, je crois que même si la digitalisation a été un axe très très important pour garder ce lien entre nous, il ne faut absolument pas perdre l'idée que ce soit la formation, que ce soit autre chose, l'humain doit rester véritablement au centre. Voilà le petit message que je souhaitais donner pour conclure. Et encore une fois, en disant un grand merci à tous. Merci aussi à Pierre d'avoir animé la séquence. Et puis, comme tu l'as dit, Pierre, je pense que ça méritera véritablement un autre moment de partage, tant le sujet est vaste. Exactement. Et on se retrouve de toute façon pour la semaine prochaine, donc le 27 mai, avec toujours cette notion de distance et là pour le recrutement, avec notamment représentants de Pôle emploi et de l'APEC. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.